président des États-Unis part favori pour sa réélection. Avec un bilan économique flatteur et un camp démocrate moribond, Donald Trump a une longueur d'avance sur ses concurrents dans un climat politique particulièrement délétère. À l'approche des élections municipales et alors que la sécurité ferait partie des principales préoccupations des Français, de nombreux candidats militent pour l'armement obligatoire des policiers municipaux, un sujet qui divise alors que le manque de formation est régulièrement pointé du doigt. Au lendemain du Brexit, Emmanuel Macron s'est rendu à Varsovie, en Pologne, à la rencontre d'un partenaire européen qu'il a souvent critiqué. Une opération de reconquête visant à tisser des liens avec de potentiels alliés pour peser face à l'Allemagne. Madame, Monsieur, bonsoir. Donald Trump en campagne. À l'occasion du discours sur l'état de l'Union, le candidat naturel des Républicains s'est montré particulièrement offensif. La présidentielle est décidément lancée et tous les coups sont permis. Olivier Frère-Jacques. Un discours en forme de lancement de campagne à la veille de son plus que probable acquittement dans le cadre de la procédure de destitution. Mardi, devant le Congrès et un parterre d'invités, Donald Trump a donné dans la punchline pour son discours sur l'état de l'Union. Entre des coups assénés à ses adversaires et les mots pour rassurer sa base et son électorat évangéliste, le président des États-Unis a déroulé avec l'élection présidentielle en ligne de mire, une élection pour laquelle il est favori, mais qui est loin d'être gagnée d'avance, selon le journaliste Gérard Olivier, spécialiste de la vie politique états-unienne. Il est évident que n'importe quel autre président, avec un bilan économique comparable à celui de Donald Trump, partirait en position très favorable pour une réélection et serait largement favori pour sa réélection. Je pense que Donald Trump est en position favorable, il est également favori pour sa réélection. Maintenant, rien n'est fait. Rien n'est fait pour deux raisons. D'abord, parce que le personnage reste extrêmement clivant et qu'il y a donc tout un électorat qui ne votera jamais pour Trump, quel que soit son bilan. Un personnage qui, de la même manière qu'il a su conquérir une base électorale stable et fidèle, sait aussi agacer ses ennemis plus que n'importe qui. Ainsi, Donald Trump a été élu par une base solide, mais sans être majoritaire. Deuxième raison, c'est qu'au départ, il a la démographie contre lui. Il faut quand même se rappeler qu'il a gagné en 2016. Il a gagné au collège électoral, mais il a perdu au décompte des voix, de quelques 2 ou 3 millions de voix, ce qui est quand même très important. Et lorsqu'on regarde la composition démographique des États-Unis, on s'aperçoit que les démocrates sont supposés contrôler le terrain. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'ils enragent tant de ne pas être à la Maison-Blanche. Mais logiquement, il y a plus de démocrates aux États-Unis que de républicains. Il y a plus de gens qui s'identifient comme démocrates que comme républicains. Ils ont les moins de 35 ans, ils ont les jeunes diplômés, ils ont les femmes, ils ont les mères de famille de banlieue, ils ont les minorités ethniques, ils ont les noirs, les hispaniques, ils ont les minorités sexuelles. Une majorité des gens au sein des groupes LGBT votent démocrates et pas républicains. Quand on regarde l'électorat républicain, il est plutôt blanc, il est plutôt âgé, très souvent plus de 65 ans, et il évolue très souvent en milieu rural dans les petites villes, pas dans les grandes zones métropolitaines. Donc logiquement, les démocrates devraient être à la Maison-Blanche. Ils n'y sont pas parce que Donald Trump a su gagner les États clés en 2016 et c'est encore ces États qui seront l'enjeu de 2020. Des États clés que Donald Trump a su gagner et qu'il devra encore séduire cette année. Mardi, dans son discours, il a insisté sur la classe ouvrière, nouvel Eldorado électoral des Républicains, qui pourrait lui permettre de l'emporter. Et si vous regardez, vous écoutez le discours qu'il a prononcé hier, il a insisté sur, en anglais, un blue collar boom, un boom économique pour la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière, qui a longtemps été la colonne vertébrale du Parti démocrate, c'est le véritable enjeu de cette élection. Si Donald Trump parvient à les retourner, à confirmer ce qui s'est passé en 2016, il sera largement réélu. Si ce n'est pas le cas, ce sera beaucoup plus serré. Le président états-unien peut donc partir serein dans la lutte électorale, serein dans un pays qui ne l'est pas vraiment. En effet, si les résultats économiques parlent en faveur du président, le climat politique, lui, est délétère. Pour le discours sur l'état de l'Union, le président a multiplié les clins d'œil à son camp et hérissé le poil d'une opposition démocrate moribonde. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ainsi refusé de dire la formule traditionnelle qui est, je cite, « J'ai le grand privilège et le distinct honneur de vous présenter le président des États-Unis », préférant un très sobre « le président des États-Unis ». En échange, Donald Trump ne lui a pas serré la main qu'elle lui tendait et elle a finalement déchiré le discours présidentiel. Des comportements de cours de récréation qui ne choquent finalement pas tant que cela, a considéré que le président Donald Trump a traîné ses guêtres dans les studios de télé-réalité, mais qui laisse pantois quant aux démocrates qui montrent un bien vilain visage
et ne redore pas le blason de cette famille politique après le désastre de la campagne d'Hillary Clinton. Un climat délétère en rupture avec la vie politique américaine qui n'est pas habituée à un tel degré d'agressivité en dépit de son caractère spectaculaire. C'est un climat d'opposition féroce. Quand vous utilisez le mot délétère, oui, il est justifié. On a assisté à un procès en destitution que rien ne justifiait. Moi je l'ai dit plusieurs fois à pas mal de vos collègues, si un tout autre président que le président Trump avait tenu la même conversation que celle qu'il a tenue avec le président ukrainien, mais ça n'aurait même pas fait la 5e page du New York Times. Personne n'y aurait prêté attention. Ce dont on va parler maintenant, le procès s'achève aujourd'hui, le président va être acquitté ce soir, mais l'affaire ne s'arrête pas là. D'une part, les démocrates du Congrès vont continuer à pousser, vont continuer à dénoncer ce qu'ils considèrent être comme un comportement illégitime du président. D'autre part, les républicains, eux, vont vouloir aller au fond des choses. On va savoir qui est le fameux lanceur d'alerte, le whistleblower. Quelle est cette personne qui, à partir du témoignage, qui a provoqué toute l'affaire. Et cette personne, on sait très bien que c'est quelqu'un qui travaillait avant pour le vice-président Joe Biden. C'est un haut fonctionnaire qui avait été mis là par le président Obama, qui avait des sympathies démocrates marquées et qui a fait un témoignage à charge. Et on a mené dernière une instruction à charge contre le président. Ça, c'est pas très américain. Le système américain n'est pas un système parlementaire, c'est un système avec un congrès. Et dans le Congrès, on cherche un compromis et on cherche justement à rallier depuis l'autre camp des alliés. Alors que là, on a deux camps qui sont radicalement opposés, qui ne se parlent plus et qui ne considèrent pas l'intérêt général du pays à travers telle ou telle politique à mener, mais qui cherchent plutôt à faire tomber le champion de l'autre camp, à savoir le président. Une fracture politique qui aujourd'hui semble plus profiter au président en place qu'à l'opposition. Opposition qui s'est encore un peu plus décrédibilisée en Iowa à l'occasion de primaires marquées par l'incapacité démocrate à comptabiliser les voix. C'est Pete Buttigieg qui serait finalement arrivé en tête avec un jour de retard. Le Parti démocrate a annoncé que le jeune maire, 38 ans, de South Bend dans l'État de l'Indiana, l'avait emporté à l'issue du dépouillement avec près de 27% des délégués contre 25% pour le socialiste Bernie Sanders, qui avait pourtant annoncé quelques heures auparavant qu'il était le vainqueur. Viennent ensuite le sénateur du Massachusetts, Elizabeth Warren, l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar. Aucun des candidats en présence ne paraît capable de faire de l'ombre à Donald Trump. Pour inverser la tendance, les démocrates devront espérer des faux pas du président et l'avènement d'une personnalité exceptionnelle à leur tête. Faut-il armer les policiers municipaux ? À l'approche des élections municipales, la question est au cœur des débats politiques. Si certains candidats sollicitent un armement obligatoire, la décision semble encore ne pas faire l'unanimité. Thibaut Bastide. C'est l'un des débats qui agite le plus la campagne des élections municipales, celui de l'armement des policiers municipaux. Depuis les attentats de janvier 2015 et la mort de Clarissa Jean-Philippe, jeune stagiaire de la police municipale tuée par Amédi Koulibaly, le sujet revient régulièrement sur la table et à 6 semaines du premier tour de l'élection locale, les candidats redoublent de propositions. Il faut dire que la sécurité est officiellement avec l'environnement en tête des préoccupations des Français. Même le maire sortant de Paris, Anne Hidalgo, a revu sa position et milite désormais pour la création d'une police municipale dans la capitale, mais armée seulement de matraques. Si certains y voient uniquement une manœuvre politique, à l'approche des élections, le nombre de partisans ne cesse de croître afin de répondre aux attentes de sécurité des administrés, mais également des fonctionnaires. En effet, ces derniers sont majoritairement favorables à un armement obligatoire, contrairement à la réglementation actuelle. Les collectivités décident de l'armement ou non de leurs agents de police municipale. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un armement de catégorie D, comprenant les matraques, mais de plus en plus de policiers municipaux sont désormais équipés d'armes de catégorie B, où l'on retrouve les pistolets à impulsion électrique et les aérosols lacrymogènes. Cependant, c'est bien la question du port d'armes létales qui divise l'opinion, et certains Français n'en voient pas la nécessité. Je suis totalement contre ça. Il y a déjà la police normale, enfin la police nationale doit être armée, c'est tout à fait le cas. La police municipale, pas du tout. Je suis contre les armes, de toute façon, donc aucune raison de le faire. Les bobbies londoniens n'ont pas eu d'armes pendant des années et des années, ils ont maintenu l'ordre quand même. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens que les armes. Je pense qu'il faudrait déjà créer une police municipale et voir ensuite si elle a besoin d'être armée. Pour le moment, ça me paraît un petit peu superflu. On ne va pas jouer à Trump.
Je suis complètement contre, je suis contre les armes. Qu'on dise qu'il faut l'armer, qu'on dise qu'elle doit plus se protéger, qu'on dise qu'il faut lui donner plus d'argent, tout ça n'a aucun sens à partir du moment où, à côté, on a deux instances policières, qui sont la police et la gendarmerie. Voyons déjà s'il n'y aurait pas des améliorations à faire au sein de ce décor. Si la police municipale a la même formation que la police nationale, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas les mêmes moyens de faire régner l'ordre. On est dans une période où il faut rassurer les lecteurs, si vous voulez. Et il y a beaucoup d'électeurs qui pensent qu'en armant la police municipale, ça va aller mieux. Ça ne va pas forcément aller mieux. C'est un budget supplémentaire qui n'est pas forcément toujours nécessaire, loin de là, et qui empêche des dépenses sur des aspects probablement plus importants pour les municipalités. On n'est pas aux États-Unis où le lobby des armes font tout. Peut-être qu'il y a aussi un lobby des armes qui se développe en France. Ça, c'est un avis totalement personnel. L'éventualité d'un armement obligatoire de la police municipale est donc loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, la question de la formation revient régulièrement. Plusieurs syndicats policiers ont déjà pointé du doigt le manque d'heures d'entraînement et le manque de suivi des policiers nationaux. En ce qui concerne les policiers municipaux, les interrogations pourraient être les mêmes, alors qu'aujourd'hui, lorsque le maire fait une demande d'armement pour ses agents, ces derniers doivent suivre impérativement une formation spécifique appelée formation préalable à l'armement. La durée de ces formations dépend de l'arme, elle peut varier de 15 à 78 heures et l'agent doit en théorie effectuer au moins 2 séances de formation au tir chaque année. Un bilan bien mince, surtout dans une période où les fonctionnaires sont éprouvés physiquement et mentalement, nuisant de facto à leur perception de légitime défense. Si on est encore loin d'un armement obligatoire, l'idée fait néanmoins son petit bout de chemin. Aujourd'hui, plus de la moitié des policiers municipaux sont armés en France. Ils étaient 37% avant les attentats de 2015. Emmanuel Macron en quête de nouvelles alliances européennes. Au lendemain du Brexit, le président de la République tente de se réconcilier avec les pays d'Europe centrale pour éviter un face-à-face avec l'Allemagne d'Angela Merkel. Un reportage de nos correspondants du Visegrad Post. Emmanuel Macron était en Pologne lundi et mardi. Il était accompagné de plusieurs ministres, dont Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, car l'Europe de la défense était au cœur des pourparlers. Fini donc l'époque où le président français fustigeait depuis la Slovaquie les esprits fous qui gouvernent à Budapest et Varsovie et mentent à leur peuple. Après s'être longuement entretenu en octobre dernier à Paris avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Emmanuel Macron a donc rencontré le président et le Premier ministre polonais pour parler de coopération économique mais aussi d'Europe de la défense. Il a pour cela tenu à rassurer des Polonais très atlantistes. La France n'est ni pro-russe ni anti-russe, elle est pro-européenne, a-t-il rassuré. Quant aux différends entre Varsovie et Bruxelles, le président français a estimé à Varsovie qu'il devait rester en dehors des relations bilatérales entre nos deux pays et que la France n'avait de leçons de morale à donner à personne. Notre correspondant commente pour nous cette première visite en Pologne d'un président français depuis 2013. Côté français comme côté polonais, les médias ont parlé d'un tournant dans les relations franco-polonaises et Emmanuel Macron semble effectivement avoir compris qu'il ne peut pas tout miser sur la relation franco-allemande et il a des propos plus nuancés qu'il a eu dans le passé. Surtout, on a l'impression avec cette visite à Varsovie qu'il a surtout mis l'accent sur les points communs, sur les intérêts communs entre la Pologne et la France, comme en matière de politique agricole commune ou de politique de la défense, plutôt que de chercher à parler, par exemple, de l'état de droit où il a renvoyé la balle à l'Union européenne, à la Commission européenne. Après ses rencontres au sommet lundi, Emmanuel Macron était mardi à l'université de Cracovie où il tenait une conférence sur le thème « La Pologne et la France en Europe ». Une conférence où il a, cette fois, évité les propos trop polémiques. À Cracovie, dans son discours, Macron a parlé de plus d'intégration européenne, comme à son habitude, tout en soulignant le rôle des patriotismes, le rôle positif des identités nationales, ce qui est un peu une évolution. Il a parlé climat en reconnaissant la spécificité de la Pologne qui est dépendante du charbon. Il a parlé défense européenne tout en reconnaissant le rôle de l'OTAN. Donc il s'est montré plus conciliant. Mais il n'empêche que les Polonais
comme les Hongrois et comme les gens d'Europe centrale en général, ont une vision plus gaulliste que lui de l'Europe. Et il tire la conclusion inverse du Brexit, là où Emmanuel Macron voudrait, comme d'autres, plus d'Europe pour tirer les conclusions du Brexit. Eux voudraient que les ingérences de Bruxelles se limitent au strict nécessaire. Et c'est sans doute là que le bât blesse. Même s'il délègue la question aux institutions européennes, à Cracovie, le président français a insisté un peu lourdement sur le fait que la Pologne ne peut pas choisir d'une part l'Europe qui nous arrange, mais en prenant ses distances avec ses valeurs fondamentales. Vu de Pologne, en invitant Bruxelles à se faire juge du respect ou non des valeurs européennes de plus en plus floues, il semblerait donc malgré tout que le président français n'a pas tout à fait compris la leçon du Brexit. Et passons à présent à l'actualité en bref, c'est avec Thibaut Bastide. Christophe Castaner renvoyé dans les cordes. Mardi, le ministre de l'Intérieur a retenu le seuil de 3500 habitants, au-delà duquel les préfets attribuent des étiquettes politiques aux listes candidates aux élections municipales. Cette décision est intervenue après que le Conseil d'État a sanctionné la circulaire ministérielle qui avait initialement fixé le seuil à 9000 habitants, excluant de fait 96% des communes françaises. Outre le seuil désormais fixé à 3500 habitants et plus, ainsi qu'au chef-lieu d'arrondissement, le nouveau texte reclasse comme réclamé par le Conseil d'État dans le bloc droite les listes Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et non plus à l'extrême droite. 6 recours avaient été déposés contre la première version de la circulaire. Le Parti socialiste, les Républicains, Debout la France ou encore le Rassemblement national dénonçaient un tripatouillage électoral du gouvernement. LVMH avale tout sur son passage. Mardi, les actionnaires de Tiffany ont donné leur aval à l'acquisition du joaillier américain par le géant du luxe LVMH pour la somme record de 16,2 milliards de dollars. Le groupe français a rappelé que l'accord porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, soit une opération qui valorise la maison internationale de haute joaillerie à environ 14,7 milliards d'euros. Lors de son dernier exercice, Tiffany a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars, en progression de 6,5% sur un an et emploie plus de 14 000 personnes. Avec cette acquisition qui doit être finalisée dans le courant de l'année, le groupe de Bernard Arnault va ajouter un prestigieux joaillier à son portefeuille qui compte déjà Bulgari et Chaumet. Après les accusations de violences sexuelles dans les sports de glace, c'est cette fois-ci le président d'un club de Ligue 1 qui est dans l'œil du cyclone. Le président du SCO Angers, Saïd Chaban, a été placé en garde à vue ce mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée. Une salariée du club l'accuse de lui avoir touché les fesses et les seins sans son consentement. Des accusations que le mis en cause conteste formellement et assure qu'il apportera au système judiciaire tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur. Et c'est reparti comme en 40 ou presque. L'armée allemande envisage de recruter des militaires étrangers, une première depuis la dernière guerre. En cause, le manque de volontaires nationaux. La Bundeswehr manquerait de 21 000 soldats, non pas dans des régiments spécifiques comme la Légion étrangère, mais dans tout type de régiment. Sont visés notamment les immigrés polonais au nombre de 250 000 et souvent travailleurs dans le bâtiment. L'argument phare n'est pas le prestige de l'uniforme ou la perspective de conquête, mais la rémunération. Au moins 1 700 € par mois, c'est presque 2 fois plus qu'en Pologne. Au Parlement allemand, des voix s'élèvent contre ce projet. Les patriotes de l'AfD dénoncent le problème éthique que représente le principe de mettre sa vie en danger pour une patrie qui n'est pas la sienne. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Il y a bientôt 2 ans, Arnaud Beltrame s'illustrait lors des attentats de Trèbes, près de Carcassonne, pour sauver une vie contre la sienne. Une abnégation devenue si rare que d'aucuns la contestent. Pourtant, les héros sont un moteur de civilisation. C'est en tout cas le postulat de Robert Redeker dans ce nouvel ouvrage, Les Sentinelles d'humanité, philosophie de l'héroïsme et de la sainteté. Au contraire, la sainteté, c'est lié à un cheminement qui est très très long. On peut commencer très bas ou très mal. Saint Augustin, dans les Confessions, raconte qu'il était un mauvais garnement, au fond, avant de devenir celui que nous avons connu.
Ce soir, retrouvez également Perles de culture. Anne Brassier et Frédéric Pic évoquent les derniers films à l'affiche. Jacques Boncompin présente ensuite son dernier ouvrage sur le maréchal Pétain, Je brûlerai ma gloire, chez Muller Éditions. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Par la grâce du projet de réforme des retraites, nous entendons beaucoup parler des contrôleurs et des conducteurs de train ou de métro, mais beaucoup moins de certains secteurs de l'économie ô combien plus pénibles, plus difficiles, plus stressants que celui des contrôleurs ou conducteurs de train ou métro. Prenons l'exemple de cette catégorie de femmes souvent remarquables et souvent très dévouées que sont les infirmières. Notre pays en compte 640 000, dont 110 000 exercent une profession libérale. Lorsque les infirmières travaillent dans le secteur public, et notamment dans le secteur hospitalier, elles sont souvent assez proches de la crise de nerfs quand elles ne sont pas carrément dans le trou de la dépression. Les médias fourmillent de témoignages, tous aussi poignants les uns que les autres, comme celui de cette infirmière travaillant aux urgences d'un grand hôpital parisien. Matériel cassé, lits qui manquent, patients qui peuvent attendre 48 heures sur un chariot, dans un couloir à patienter justement avant qu'on essaie de s'occuper d'eux. Essayez de manger. Essayez de boire, essayez de se détendre un peu. Quand on est en service pendant d'interminables longues heures, cela relève du défi. En plus de tout cela, il faut essayer de rester aimable et de sourire. Alors on se débrouille, on bidouille. Parfois, la femme de service peut faire le travail de l'infirmière et l'infirmière peut faire le travail du médecin. Comme le dit souvent ma grand-mère, ben dis donc mon gars, c'est ben triste tout ça. Du côté du secteur privé, les infirmières ne sont pas mieux loties. Levées à 4 ou 5 heures du matin bien souvent, visite quotidienne à des dizaines de malades et une injection par-ci, un prélèvement de sang par-là et un pansement à changer et tout plein de choses avec tous les problèmes inhérents aux professions qui se déplacent. Trouver une place de stationnement, éviter les contraventions, j'en passe et des meilleures ou plutôt des moins bonnes. Avec, en plus de cela, l'amabilité, la gentillesse, l'empathie de rigueur envers des patients qui peuvent être ni aimables, ni gentils, ni empathiques. Avec souvent des week-ends de garde surchargés de travail et une bonne grosse paperasse à faire après les soins délivrés aux patients. En gros, comme en maigre, ces charmantes infirmières absolument indispensables dans la chaîne de soins et qui jouent un rôle d'accompagnement absolument nécessaire auprès des malades qu'elles traitent, exercent une profession dont la pénibilité relève de la simple évidence. La pénibilité ? Le mot lui-même fait bien rire les contrôleurs et conducteurs de train et de métro. Un contrôle aléatoire par-ci par-là, pas très fatigant, des conduites bien normalisées et assez peu stressantes, même si la fin de leurs régimes spéciaux modifie l'âge de leur départ en retraite, leur journée de travail, bien moins longue que celle des infirmières, et bien plus souvent ponctuée de pauses café ou autres pauses, devrait leur permettre de tenir le choc. Du côté des infirmières, il est assez probable, en revanche, que la pénibilité de leur travail ne se réduise pas de sitôt. Et pourtant, s'il y a grève à l'avenir, ce sera davantage du côté des contrôleurs et autres conducteurs de train ou métro, bien dotés d'avantages sociaux divers et variés, que du côté des infirmières, bien dotées en pénibilité quotidienne de travail. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.